Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, demande de levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. La commission ad hoc a terminé ses travaux. En dehors de quelques autorités judiciaires, personne n'a vu le dossier de Farba Ngom, regrette Maître Aïssata Tall Sall. Attaque à l'hôtel Riu Baobab. Les acteurs du tourisme invitent l'État à sécuriser davantage les sites. L'enquête avance. Le service a repris normalement à l'hôtel. Modernisation de l'administration. L'État veut bâtir un service public moderne et tourné vers l'avenir. Reportage à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Demande de levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. La commission ad hoc a terminé ses travaux. Jusqu'ici, on se base que sur des hypothèses selon Maître Aïssata Tall Sall. Selon l'avocate, en dehors de quelques autorités judiciaires, personne n'a vu le dossier. Le point avec Mamadou Fall. L'absence de Farba Ngom en commission est bien justifiée par les règles en place selon Maître Aïssata Tall Sall. Membre de la commission ad hoc, elle révèle que Farba Ngom a choisi de se faire représenter devant la commission, soit de se faire représenter par son défenseur, collègue député que je suis, soit alors de se faire assister par ce collègue défenseur. Et à ce moment-là, c'est tous les deux que nous allions comparaître devant la commission. Farba Ngom a choisi, d'accord avec moi-même et après même consultation d'autres collègues députés, que seul son défenseur serait devant la commission. Voilà pourquoi je suis partie seule. Alors pourquoi Farba Ngom n'a pas voulu y aller lui-même? Il a voulu mettre ses collègues députés à l'aise. Il ne voulait pas être là-bas, du genre je fais pression sur mes collègues, je demande à mes collègues de ceci, je demande à mes collègues solidarité. Toutes nos excuses pour cette interruption. L'immunité parlementaire de Farba Ngom, on en parle toujours, de 1960 à 2025. Quels sont les chiffres? Le point avec Cheikh Diop. De 1960 à nos jours, 12 députés ont vu leur immunité parlementaire levée. Léopold Sédar Senghor a fait mieux que tous ses successeurs en 20 ans de règne. De 1960 à 1980, aucune procédure de levée de l'immunité parlementaire n'a été enclenchée sous le régime du premier président de la République du Sénégal. C'est sous Abdou Diouf, en 1993 plus précisément, qu'on assiste pour la première fois à la levée de l'immunité parlementaire d'un député. Il s'agit de Joseph Ndong du PDS, à l'époque directeur de publication du journal Sopi, suite à un article sur la Croix-Rouge. Deux autres députés perdront leur immunité parlementaire sous le régime libéral. C'est l'opposant Moussa Tine et le responsable du PDS, Alkali Cissé. Le premier était poursuivi pour diffamation après une plainte de Pape Samba Mboup suite à l'agression de Talla Sylla. Quant à son collègue Alkali Cissé, il était accusé d'escroquerie par un homme d'affaires saoudien. 2012, le déclic avec l'arrivée au pouvoir de Macky Sall, qui a battu tous les records en matière de levée de l'immunité parlementaire d'un député. 8 au total. Omar Sarr, Ousmane Ngom et Abdoulaye Baldé, dans le cadre de traque des biens mal acquis déclenché par la CREI. Barthélémy Diaz pour l'affaire Ndiaga Diouf. Khalifa Bakar Sall à cause de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. L'actuel Premier ministre Ousmane Sonko a également perdu son immunité parlementaire suite à l'affaire Sweet Beauty. On a assisté au même scénario durant la 13e législature, toujours sous Macky Sall. Deux députés du parti au pouvoir, Boubacar Biaye et Amadou Sall, poursuivis pour trafic de visas, ont été levés à la justice par l'Assemblée nationale. Une Assemblée nationale récemment saisie par le ministre de la Justice pour la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Une première sous l'ère Diomaye Faye. À qui le tour?
Abdouaziz Diop, ancien membre de la société civile, déplore la divulgation des dossiers estampillés secrets et confidentiels, des dossiers que l'on retrouve parfois sur les réseaux sociaux et dossiers relatifs à la reddition des comptes. Reportage par Faranig. Abdouaziz Diop est un ancien membre du Forum civil, adepte de la transparence et la bonne gouvernance. L'homme est en phase avec le pôle judiciaire financier. Nous saluons la mise en place du pôle judiciaire financier et nous les encourageons à persévérer pour que la bonne gouvernance, la reddition des comptes soit une réalité et que l'impunité soit bannie. Le Forum civil avait toujours proposé qu'on ait un parquet financier ou même une CRIEF, Cour de répression des infractions économiques et financières. Seulement, il blâme les dérives identitaires notées ces derniers temps. Cependant, il faut déplorer l'émission de la politique dans la justice. Il faut éviter la politisation, l'ethnicisation, la régionalisation même de la justice. Nous voyons aujourd'hui des dérives qui commencent et venant des acteurs politiques, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition. Le temps de la justice n'est pas le temps du politique. L'homme déplore la divulgation des documents estampillés secrets sur la toile qui peut nuire à la reddition des comptes. Autre élément aussi que nous déplorons, c'est les documents estampillés confidentiels ou secrets qui sont divulgués à travers les réseaux sociaux, à travers la presse. L'État, c'est le mythe. L'État, c'est la confidentialité. L'autorité étatique ou judiciaire ou administrative dispose de renseignements, alors que l'opinion ne dispose que d'informations avérées ou fausses. Il faudrait vraiment aussi à ce niveau veiller à ce que tous ces documents estampillés confidentiels ne soient pas divulgués. Et respecter aussi la présomption d'innocence de tous ceux qui ont été ciblés dans le cadre de cette traque des biens mal acquis. De ce fait, la société civile alerte tout le monde sur ces deux phénomènes qui peuvent détruire la cohésion sociale, le socle de notre bien-être. Modernisation de l'administration. L'État veut bâtir un service public moderne et tourné vers l'avenir. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des réformes visant à améliorer la gouvernance et l'efficacité de l'action publique au Sénégal. Fatoumata Konté. L'administration sénégalaise fait face à des tares chroniques qui ont pour nom un secteur parapublic hypertrophié, des services publics coûteux. Une situation alarmante dressée par le chef de l'État hier, qui s'est engagé pour un tableau plus reluisant. Le président de la République a fait un diagnostic très froid et très détaillé pour montrer carrément que l'heure est grave et que la situation est alarmante. L'administration ne peut plus fonctionner comme elle le faisait. L'administration du Sénégal est appelée à des changements et à des ruptures. Le président de la République l'a dit et en a fait la trame de son discours. Pour l'imam Mokhtar Ndiaye, il faut une refondation de l'administration publique sénégalaise pour la rendre plus performante. Et alarmant aujourd'hui au niveau de l'administration sénégalaise, comme l'a indiqué le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. De ce fait, il faut absolument une refondation de notre administration et cela passe impérativement par deux choses, à savoir la lutte contre la corruption et la non-politisation de l'administration. En évitant surtout sa politisation qui fait partie des facteurs qui plombe l'administration. C'est la politisation de l'administration. Tant qu'on nomme des gens à des postes de responsabilité suivant sur la base tout simplement de leur militantisme et non sur la base de leurs compétences et de leurs mérites, notre administration aura du mal à avoir des performances et on n'ira nulle part. C'est pourquoi il devient impératif de s'approprier ce discours du chef de l'État par les Sénégalais. Une mission d'écoute, mais aussi une mission d'intégration du discours du président de la République, mais aussi d'appropriation. Parce que le président de la République, ce qu'il attend, c'est très simple, que tous les administrateurs et managers publics qui étaient présents puissent s'approprier, n'est-ce pas, des principes et règles qui ont été distillés et du discours qui a été tenu par le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que le Premier ministre Ousmane Sonko, pour rappeler que qu'on doit maintenir le cap par rapport à un Sénégal nouveau. Avec la mise en place de la CON, le président Bassirou Diomaye Faye réaffirme son engagement en faveur d'une gestion publique plus efficace. Et certains Sénégalais pensent que des changements positifs commencent à être visibles dans plusieurs structures, mais dénoncent une certaine lenteur et l'indifférence de certains agents. Micro-trottoir réalisé par Yaïkou Mondjaï. Nous avons beaucoup de problèmes pour avoir nos papiers.
en plus de la lenteur au niveau du traitement de nos dossiers. De même, il y a plus de corruption. Certes, certains font bien leur travail, mais d'autres sont tellement désagréables car pour avoir une information dans l'administration, c'est devenu un problème. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, doit bien prendre au sérieux ce problème pour que ça cesse. De même, les Sénégalais qui sont à l'étranger sont confrontés à d'énormes difficultés, même pour renouveler leur passeport. C'est vrai qu'il reste beaucoup de choses à modifier. Il faudra de la patience pour un véritable changement. Le président de la République nous a donné l'autorisation de dénoncer certaines choses dans ce pays parce que ces agents travaillent pour nous. Impôts et domaines aussi, c'est comme ça. Vous demandez des renseignements, il te faut jaser quoi. Vraiment, il y a beaucoup de négligence quoi. Il y a beaucoup de négligence. C'est ce que j'ai remarqué dans l'administration en général. À la une également de l'actualité, l'attaque à l'hôtel Riu Baobab. Les acteurs du tourisme invitent l'État à sécuriser davantage les sites touristiques. Pour le moment, le service a repris normalement à l'établissement. L'enquête est en cours. Voyons tout cela avec Ndaimati Dieng. Les acteurs du tourisme déplore l'attaque de Riu Baobab. L'insécurité au Sénégal ne cesse de prendre des proportions. Elle est beaucoup trop grandissante. Et on peut noter également que ces malfrats, maintenant, se constituent en bande organisée. Parce qu'on nous parle d'une vingtaine de personnes donc, autour de ce délit. Je pense que l'État doit davantage prendre ses responsabilités pour sécuriser en amont et en aval et les bailleurs et les investisseurs et les, acteurs de la chaîne de valeur en général. Cette situation confirme qu'il faut davantage d'engagement pour la sécurisation des zones touristiques, particulièrement les hôtels. Ici, dans cette zone de Pointe-Sarène, il y a une manque notoire de sécurité. N'eût été l'intervention de la brigade de Nianing, qui est un peu à équidistance par rapport à la zone touristique, ça aurait été plus que grave. Mais nous demandons à ce qu'il y ait des postes vraiment de police d'État au niveau des zones, des 6 pôles touristiques du Sénégal. Nous n'allons pas parler que seulement de Pointe-Sarène, mais c'est valable aussi pour les autres zones touristiques du Sénégal. Et là, nous demandons également aussi qu'on nous mette des CRD spéciales par rapport à chaque ouverture de saison pour qu'on puisse diagnostiquer, prendre les dispositions qu'il faut avec des arrêtés qui complètent. Et ça, je pense que ça a toujours été important. Déjà que le secteur est confronté à beaucoup de problèmes, notamment la cherté des billets, s'y ajoute aujourd'hui la question de la sécurité qui, selon les acteurs, doit être prise très au sérieux si l'on veut promouvoir la destination sénégalaise. Donc hier, j'étais dans un panel et les gens débattaient de ce mal. J'avais peur parce que je me suis dit, c'est sûr qu'il y a des gens qui voulaient venir, qui vont annuler. Il y a des gens qui sont ici, qui sont au courant, qui vont dire à leurs amis, à leurs parents, n'y allez pas parce que c'est dangereux. Donc tout ça, encore une fois, nous invitons l'État de travailler davantage dans le sens d'alléger les billets d'avion et de sécuriser davantage les stations balnéaires. Ici à Saly, moi qui vous parle, j'ai été témoin d'une agression d'un Sénégalais sur une touriste en plein jour. Il lui a arraché le collier en or. Donc ça, c'est des trucs à bannir. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, juste quelques heures après l'incident, est venu à Riu Baobab où il a rencontré les gérants de l'hôtel. Muntaga Diaw rassure en annonçant des mesures que l'État du Sénégal prendra pour renforcer la sécurité dans les réceptifs hôteliers. Pour rappel, Riu Baobab a été la cible d'un groupe de bandits dans la nuit du dimanche. Merci Ndaimati. Et puis allons dans le sud où 74 personnes ont été arrêtées et des centaines de bois et du matériel de travail, y compris du matériel roulant, estimé à 300 millions de francs CFA. C'est le résultat d'une opération de grande envergure menée ces 6 derniers mois par le service régional des eaux et forêts de Ziguinchor. Une visite de terrain a été organisée dans la région. Le point avec Boubacar Diassi, Lamine Mandiang.
bois en quantité impressionnante, des planches, des tricycles, des motos Jakarta et même des véhicules. Toute cette saisie du service régional des eaux et forêts de Ziguinchor a lieu entre juin 2024 et janvier 2025 dans les départements de Ziguinchor et Bignona. Ce lot de saisie est composé de 114 billons de teck qui ont été saisis dans l'arrondissement de Niaguis, mais aussi dans l'arrondissement de Niassia. Mais aussi il y a des planches et des teck chiffrés à un nombre de 314 planches et plateaux. Mais aussi des lattes de rognier ont été saisies au nombre de 214, sans oublier aussi le matériel qui servait aux délinquants. L'impact de cette coupe illicite de la forêt dans la région sud du pays est très négatif. D'ailleurs, rien que ces saisies sont estimées à 300 millions de francs CFA. Le trafic de bois au niveau de la région de Ziguinchor est l'un des facteurs les plus importants en termes de dégradation, d'érosion de la biodiversité au niveau régional. Donc voilà un des impacts de ce trafic de bois. L'autre impact, c'est que lorsque les ressources sont rares, il peut être source de tension sociale. Donc dans un contexte sécuritaire aussi particulier que celui de Ziguinchor, nous devons veiller à ce que ces ressources-là soient suffisamment bien conservées pour le bénéfice des populations. 74 personnes ont été mises aux arrêts pendant cette opération qui a duré 6 mois. Merci Boubacar. Et on parle de la surpopulation carcérale, l'inadaptation des infrastructures pénitentiaires, entre autres défis à relever pour l'administration pénitentiaire. Autre préoccupation de l'administration pénitentiaire, la signature du nouveau statut de son personnel, des défis évoqués lors de la cérémonie officielle de présentation de vœux du personnel de la direction générale de l'administration pénitentiaire. Voici l'inspecteur Cheikh Ahmed Tidiane avec Alassane Ba. L'administration pénitentiaire d'hier est érigée en direction générale aujourd'hui. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle reste confrontée aux mêmes défis. Il s'agit entre autres de la surpopulation carcérale, de l'inadaptation des infrastructures pénitentiaires, de la non-adoption du statut du personnel pénitentiaire, du manque de personnel. Au titre des préoccupations majeures figure tout d'abord la lancinante question de la signature du nouveau statut du personnel de l'administration pénitentiaire, qui constitue l'élément essentiel de revalorisation de la fonction pénitentiaire. Je peux affirmer aujourd'hui que les autorités étatiques ne manquent pas de nous exprimer toute leur sensibilité et leur disponibilité pour la réalisation de ce principal vœu pénitentiaire. J'ose espérer que ce texte sera adopté en 2025. Situation du monde du travail au Sénégal. La coalition des centrales syndicales dénonce une restriction des libertés syndicales, mais aussi de nombreuses violations des droits des travailleurs. Voici Marie-Yvette Keïta, secrétaire générale UNSAS avec Amadouba. À la SM Post, des travailleurs souffrent de retard de paiement de salaire. Au niveau du port autonome de Dakar, 3 responsables syndicaux ont été licenciés arbitrairement pour avoir exprimé leur opinion sur la gestion inique des ressources humaines. Des centaines de travailleurs ont vu leur contrat annulé, y compris des détenteurs de CDI. Ceci en totale violation du Code du travail, dont le respect ne semble pas être de mise pour certains responsables de société. C'est aussi le même calvaire que vivent les travailleurs de la Croix-Rouge sénégalaise, 9 mois sans salaire. À la RTS, la suspension de l'application de l'accord d'établissement risque de plonger la société dans une situation d'instabilité au moment où la paix commençait à s'installer. Le refus d'organiser les élections des délégués du personnel par le groupe Laïus à la cimenterie du Sahel et à la Seine-Eau est un affront vis-à-vis de l'état de droit.
Et puis en sport, tournoi de l'ambassadeur de la Chine de retour cette année, une 13e édition marquée par une participation record, le résultat d'un travail de massification au niveau des universités selon la Fédération sénégalaise de tennis de table. Cheikh Sadibou Diarra, Ibrahim Khan. À la 13e édition du tournoi de l'ambassadeur de la Chine tenu au Grand Théâtre National, l'expérience a fait la différence. Dans la catégorie senior, Adama Dramé chez les dames et Asmalik Kamara chez les hommes se sont imposés. Je suis vraiment content d'avoir remporté cette 13e édition. J'ai joué avec M. Sek, Ablaye Sek. C'est un bon joueur, le match a été vraiment difficile. C'était pas facile du tout parce que c'était serré. Finalement, avec mon expérience, j'ai réussi à gagner. C'était mon objectif premier, parce que ça fait longtemps que le club de Ouakam n'a pas gagné ce trophée. Je l'avais remporté une fois, aujourd'hui c'est la deuxième fois que je la remporte. Donc former les jeunes, c'est mon objectif, pour que la relève soit à Ouakam. De retour après une pause de 4 ans, le tournoi de l'ambassadeur de la Chine de cette année est une belle réussite. Nous avons estimé le nombre de participants à plus de 125. Je pense que dans 3-4 catégories. Donc c'est vraiment un grand satisfait. Aujourd'hui, je suis satisfait de l'organisation. On se bat aujourd'hui, la politique c'est déjà d'investir au niveau des universités. Nous avons des tables au niveau de l'université de Diamniadio, nous en avons à Dakar, à l'université de Dakar, et même à Bambey, nous avons donc une table là-bas. À Kaffrine, nous avons une table. On se bat, c'est pas très facile, mais bon. Un travail de massification pour donner plus d'envergure à la saison du tennis de table au Sénégal. C'est notre première compétition, mais on ne compte pas s'en arrêter là. Il y aura le championnat déjà régional de Dakar qu'on va débuter en février. Ensuite, il y aura peut-être le championnat national vers le mois de juin. Peut-être après, il y a des joutes internationales. Pour le moment, on ne sait pas trop. Pensons que d'ici peu, nous allons retrouver notre bien, je veux dire entre guillemets, au niveau du stade Léopold Sédar Senghor. Bon, peut-être ça va régler nos problèmes. La 13e édition du tournoi de l'ambassadeur de la Chine de tennis de table a réuni des professionnels et des amateurs. Une compétition qui occupe une place importante dans l'agenda de la Fédération sénégalaise de tennis de table. 46e édition des 6 heures de Dakar. La célèbre course automobile va se tenir les 24, 25 et 20 janvier prochains au circuit Dakar-Baobab à Sindia. Une compétition qui va réunir 8 équipages. Le point avec Cheikh Sadibou Diarra et Amadouba qui ont interrogé Walid Ezzedine, l'organisateur des 6 heures de Dakar. 20 inscrits pour le moment, 12 voitures équipages étrangers et 8 équipages locaux sénégalais. Et on a juste un problème, c'est les sponsors. Et cette 42e édition est une édition pour moi assez spéciale parce que ça fait déjà quelques années que c'est difficile, les 6 heures sont difficiles à organiser par manque de sponsoring pour les pilotes et pour l'organisation. Donc pour moi c'est un challenge avec mon club, l'équipe du Sénégal, de réussir cette épreuve vraiment cette année. Monsieur Paul Libens qui est un féru de sport automobile, qui court lui aussi, et qui a fait un circuit, un vrai circuit qui est homologué à Sindia de 4 km 700 avec des virages qui est très très technique et très éprouvant. Et au niveau local on peut rivaliser parce qu'on a des voitures qui sont pas loin des mêmes voitures que les étrangers. Disons on a des voitures équivalentes pratiquement. L'avantage qu'ils ont sur nous c'est que c'est des pilotes qui courent tout le temps en Europe, chaque semaine, chaque mois. Nous ici on ne court que 2 fois ou 3 fois l'année. Donc ils ont un avantage d'entraînement sur nous, mais on n'est pas trop mauvais. On a déjà prouvé que c'était possible de gagner les 6 heures. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'Info, la suite dans un instant avec Papa Blader et son invité. Restez avec nous sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.